Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de podcast. Je suis accompagné de Clément et Léo. Salut. Salut. Et aujourd'hui on va parler SF, mais avant ça, est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles ? Oui, alors moi je vais commencer avec un petit film que je me suis re-regardé, alors que c'est un film qui date de 1995 et qui est un petit peu dans le thème, totalement dans le thème de la science-fiction. C'est le film Waterworld. Je sais pas si vous l'avez déjà vu les gars. Ça me dit rien du tout. Alors c'est un film qui pourrait s'apparenter à du Mad Max, puisque ça se passe dans un futur où il n'y a plus un élément, et là en l'occurrence c'est qu'il n'y a plus de terre. Donc tout le monde vit sur l'eau, et le personnage principal est interprété par Kevin Costner, et il vit sur son catamaran. Et donc... Oh bah là tu spoil absolument tout le film. Ok, je couperai au montage. C'est ça. Mais oui, en gros, donc il vit sur son catamaran, il fabrique de l'énergie grâce à des mécanismes inventés de toutes pièces, donc des sortes d'éoliennes avec des... Il n'y a pas de panneaux solaires, mais des choses un peu similaires. Et voilà, donc il survit sur ce bateau-là, il pêche beaucoup de poissons, il s'en sort plutôt bien. Et en fait, la monnaie d'échange dans ce film, c'est du sable, de la terre, puisqu'il y en a très très peu, voire plus du tout. Ah oui, c'est à ce point-là quoi. Voilà, ça c'est la monnaie. C'est ça. Et il rencontre sur son chemin des gens pas très très cool, qui eux sont carrément dans l'univers de Mad Max, puisqu'ils ont énormément de carburant, et donc ils fonctionnent à toute berzingue avec des engins qui pètent de tous les côtés. Voilà. Et puis il y a une histoire de fameux trésors, puisqu'il y a une petite fille qui a un tatouage dans le dos qui représente une carte où se trouve la dernière terre existante, où il y aurait de la végétation et tout. Et donc tout le monde se bat pour avoir cette carte. Et c'est très cool. C'est un vieux film, hein, mais franchement il est trop chouette. Ok, super. T'avais une autre reco ou... Non, j'ai pas d'autres recos. Ok. Bah, ça tombe plutôt bien dans le sujet, ouais, on en reparlera tout à l'heure. Clément ? Alors moi, deux petites recos. La première, ça va être Eva. Alors c'est une activité un peu à façon laser game, mais en réalité virtuelle. Donc on est dans une grosse arène à tuer des zombies, à se tuer entre nous, faire de la capture de drapeaux, des choses comme ça. Donc une activité physique qui est plutôt très sympa. L'expérience est vraiment drôle, surtout quand vous aimez un peu les jeux d'équipe où on doit se tirer dessus. C'est assez immersif et très prenant. Donc moi j'ai fait ça sur Poitiers. Je sais qu'il y en a un qui va ouvrir ou qui a ouvert sur Limoges aussi. Et je conseille parce que si vous aimez tout ce qui est laser game, vraiment c'est vraiment pas mal. C'est assez physique. Quand vous êtes à fond dedans, ça court dans tous les... Enfin, on n'est pas censé courir, mais ça court dans tous les sens, quoi. Ok. Et donc bonne expérience, ouais. On bien rigolé entre potes, entre copains, entre familles. Je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater. C'est quoi la VR ? La VR, alors la VR c'est quoi ? On va vous mettre un casque sur la tête au niveau de vos yeux avec un écran dedans et du coup vous allez être transposé dans un monde fictif comme dans un jeu vidéo quoi. Je demande ça parce que peut-être que mes parents ou grands-parents vont écouter le podcast et ils sauront pas ce que c'est la VR. Voilà, ouais. Ah oui, bah... Donc oui, voilà, on a un casque sur les yeux. Avec un casque un peu sur les oreilles aussi, un ordinateur dans le dos pour connecter tout ça et que ça se passe bien, et un espèce de gros pistolet en plastique avec des manettes dessus quoi. Et du coup voilà, ouais, très sympa. Moi c'est le genre d'activité que j'aime beaucoup. Et est-ce que pour toi c'est au point où ça mériterait encore un petit peu d'ajustement avant que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel ? De mes connaissances personnelles, je pense que là où je l'ai fait moi, c'était un peu... Ça commence à être vieillissant. C'est-à-dire vieillissant carrément ? Ouais, vieillissant carrément, ouais. Parce que on n'en voit pas partout et c'est déjà en train de prendre un coup de vieux ? Ouais, alors je pense que c'est juste au niveau du matos. Ok. Ça doit tellement tourner à longueur de journée que, en plein milieu de la partie, t'as des mecs qui viennent te brancher des batteries dans le dos, quoi. Ah ouais. Donc voilà, c'est pareil d'un point de vue graphisme. Bon, on n'est pas dans l'hyper-réalisme. Moi, la partie zombie, ça n'a pas été ma plus intéressante parce que je trouvais qu'on était dans une arène un peu trop petite, puis on était 6. Donc, et qui plus est commencé par ça, je pense que c'était pas la meilleure des idées parce qu'on prend en main la chose et t'as des espèces de gros zombies qui te foncent dessus. Mais bon, les zombies ils clippent, ça bug un peu dans tous les sens. Bon, voilà.
Moins fan du mode zombie, parce que quand tu commences à rajouter des PNJ, des IA ou des machins, je pense que... Ouais, le moteur, il doit... Donc voilà, et puis même, je pense que les casques et tout, là, ce serait peut-être le temps de passer à quelque chose de plus récent, et je sais pas, à voir s'il y a des mises à jour. Mais il y a l'air d'avoir une bonne scène dessus, niveau compétition. Ok. Donc à voir ça aussi pour les gens que ça intéresse. Après, bon, ça a un petit prix quand même, hein. La séance de 35 minutes, c'est pas donné. Donc voilà, après voir ça, mais très sympa, très sympa. Moi, c'était ma première expérience VR et j'ai vraiment adoré, quoi. Quand je faisais mes études au Mans, il y avait un petit truc de jeu en réalité virtuelle qui avait ouvert. Ouais. Et donc c'était encore, t'étais statique, quoi. Oui. T'avais un jeu où t'étais sur une espèce de tapis où tu marches dessus, enfin tu fais semblant de marcher dessus et t'as juste tes pieds qui glissent sur une surface. Mais sinon le reste, t'étais dans un carré de 3 mètres ou 4 mètres carrés, un truc comme ça, et tu pouvais évoluer dans ce carré-là, mais tu pouvais pas aller plus loin. Voilà, c'est ça. Et tu te déplaçais avec un joystick sur la manette, quoi. Ok, mais moi j'ai fait ça aussi à Limoges. C'était un escape game en VR, et pour se déplacer, on se téléportait. En fait, on visait un endroit, c'était ça. Ouais. Et pareil, c'était un tout petit carré. Mais c'était rigolo à faire, mais là, du coup, le fait de pouvoir vraiment se mouvoir dans l'espace comme dans le jeu, ça doit être sympa, et en même temps, j'ai des questions, quoi. Ouais, plein de questions, mais moi aussi j'en avais plein, et c'est vrai que t'arrives dans un hangar qui est littéralement vide, hein, avec ces espèces de gros QR codes, de gros carrés au sol, et quand on te met le casque, tu sais pas où tu vas, quoi. Genre dans la vraie vie, nous on a eu avec mon groupe quelques cas où il y a eu des rentrages dedans en mode casque frontal en mode t'étais là, je t'avais vu, quoi, mais la gestion des collisions, parce que est-ce que les caméras sont hyper calibrées à chaque fois ou pas, hein, et voilà, c'est ça, tout ce qui est un peu technique, calibrage, tout ça. Moi je me suis retrouvé dans une partie à me rendre compte que sur un respawn je deviens un fantôme en gros, et je suis censé voir toutes les personnes qui sont sur la carte, sauf qu'au bout d'un moment je voyais plus personne, quoi. On était 6 et j'étais là, faut pas que je rentre dans quelqu'un parce que ça peut être un peu dangereux. Coupé du coup de la réalité, et putain. Puis même j'ai le cas, ma sœur très drôle qui au bout d'un moment sort de la zone de jeu, continue à avancer, et là on entend un des mecs qui s'occupent de la salle faire non et elle s'est pris le mur. Bon voilà. Ah merde. Donc, du moment qu'il n'y a pas eu de mal, ça va. Non, voilà, c'est ça, il n'y a pas eu de mal, mais bon, c'est cocasse, quoi. Donc, on a bien rigolé. Ok. Et deuxième petite reco de cœur, c'est un jeu vidéo qui va ressortir. Ressortir en remaster ou non, pas ressortir en remaster, c'est un free-to-play à la base. Que moi j'ai énormément joué avec mes amis. C'est un de mes premiers jeux online où j'ai vraiment eu de la compétition. Les serveurs avaient fermé en 2021, je crois, et là ils ont été rachetés par une équipe coréenne. Donc ça s'appelle S4 League, S4 League, et c'est un TPS, donc un jeu à la troisième personne, extrêmement dynamique. Donc on a 2 modes de jeu principaux qu'on peut retrouver dans tous les jeux de tir. Donc le match à mort par équipe et le touchdown, qui est un peu assimilé à une capture de drapeau. On doit prendre le drapeau et l'emmener dans une base adverse. C'est un jeu qui va ressortir. Donc on avait plein de problèmes sur le jeu, dans le sens où il y avait énormément de cheaters. C'était un free-to-play, donc pay to win aussi. C'était très désavantagé. Là, ils ont décidé... Ouais, il y a du vocabulaire qu'on n'a pas là. Ah oui, putain, le vocabulaire. Oui, c'est un jeu où plus tu payais, plus tu pouvais gagner. Et surtout, free-to-play, c'est un jeu gratuit de base. À la base, il était gratuit. Donc, il y a eu énormément de problèmes de tricheurs aussi sur le jeu. Donc voilà, il est tombé petit à petit dans un mode où il n'y a plus personne qui jouait à part des cheaters ou des gens qui trichent, tout ça. Et en fait, c'est qu'il y a un potentiel e-sport derrière qui est incroyable. Moi, j'y ai joué dans les débuts. On avait des petits matchs de ligue. Mais c'était en interne, quoi. Et il y a un potentiel e-sport qui est vraiment incroyable. Un potentiel jeu d'équipe qui est incroyable. C'est des équipes de combien de joueurs ? 6 contre 6. Ok. Donc ça reste de petits groupes. Tu peux faire du 2 contre 2, du 3 contre 3.
ça peut évoluer. Et voilà, c'est vraiment un jeu de cœur que j'ai poncé étant jeune. Il y a une marge de progression sur le jeu qui est très intéressante parce qu'il va être au départ facile à prendre en main, mais dur à maîtriser à la longue. Il y a une courbe de progression qui est incroyable. Il y a quelques bugs dans le jeu à prendre en main rapidement pour être un peu plus dynamique. C'est extrêmement visuel et très très dynamique. On peut sauter contre les murs, rebondir dessus, gérer sa barre de vie comme sa barre d'énergie. Et c'est vraiment un jeu de cœur. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Pas trop payant, et j'espère que ça va raviver la flamme. Donc voilà. Donc la bêta commence le 14 ou 15 mars là. Ah, donc ça a déjà commencé Non, avril, pardon. Avril, ok. Oui, on est au mois d'avril. Ouais. Donc la bêta recommence là, donc on espère qu'ils auront corrigé, qu'ils vont nous prévoir des choses intéressantes, quoi. Ok. Et le studio qui a repris la licence, ils ont un passif ou ils ont un passif, ils ont rien du tout? Je suis allé sur leur site et j'ai vu tous les free-to-play les jeux gratuits de quand j'étais jeune. Ils les ont tous repris, ils les ont fait revivre, quoi. Okay, mais genre bien, enfin ça a marché à chaque fois ou non, il y a eu que des flops? C'était des petits jeux gratuits qui étaient pas fantastiques, tu vois, okay. Mais c'était le début de tout ça. C'était vraiment il y a 15 ans, quoi. Ok. Donc là, ils se sont dit, là, on a les armes là, pour aller sur quelque chose de plus gros. Je pense j'espère que... Enfin voilà, j'ai beaucoup d'attentes. Je sais qu'il va pas falloir que je me... Comment dire ? Faut pas que j'ai trop d'attentes. Faut juste pas que j'ai trop d'attentes parce qu'on peut très vite être déçu du fonctionnement de la chose, et si on retrouve des tricheurs ou des choses comme ça va nous pourrir le fun, quoi. S'ils veulent aller sur de l'e-sport, je crois qu'aujourd'hui ils sont obligés de mettre un anti-cheat comme sur Valorant ou LoL ou quoi. C'est ça, Pour ceux qui savent pas, quand on installe certains jeux qui sont dans l'e-sport, il y a automatiquement un autre programme que vous installez en même temps que le jeu, ou qui s'installe après l'installation du jeu. Et c'est un programme qui sert à débusquer les gens qui vont tricher, ou alors les programmes qui seront là pour voir les ennemis à travers les murs, ou pouvoir tirer dessus quasi automatiquement sans avoir à viser, ou des choses comme ça. Même plus précisément ce qu'on appelle des macros, c'est-à-dire des touches préenregistrées et timées au millième de seconde près. Et voilà, donc on verra ça. Voilà. Ok. Bon, bah, à surveiller, et puis pourquoi pas. Parce que je crois voir quel jeu c'est, et j'en avais entendu du bien, je crois, mais c'est vrai qu'il a disparu très vite. Ok. Quant à moi, niveau reco, ce sera musique. Musique, parce que cette semaine, j'ai découvert, en faisant mes trucs, j'avais de la musique qui passait sur des playlists, et je suis tombé sur Witchcraft. Witchcraft, qui est un groupe de doom metal suédois. Donc là, ça fait peur à des gens, c'est rigolo. Ils se sont formés en 2000, donc c'est étonnant qu'ils soient passés aussi longtemps sous mon radar et que j'en ai jamais entendu parler. Donc Witchcraft, c'est trop cool. Alors, faut pas que doom metal ça vous fasse peur, parce que le doom metal, ça veut juste dire que c'est du métal plus lent, plus lourd, parce qu'on va surtout aller chercher les graves, vraiment les basses, et avoir quelque chose de lourd, quoi. Dans le son, ça va être très massif, mais pas forcément violent. Et au niveau du chant, justement, il y a beaucoup moins de guttural. Les chanteurs vont plutôt chercher le chant clair, normal, et ce qui peut donner des sons d'ambiance vraiment agréables à écouter en fond. Donc c'est plutôt cool. J'ai passé du temps dessus. J'ai écouté 2 de leurs albums. Il y a Legend qui est super, j'ai passé un super moment, et Firewood aussi qui est sympa. Et ils ont 7 albums en tout, il y en a un qui est sorti cette année, donc je me fais la discographie au fur et à mesure pour voir d'où ils viennent musicalement et comment ils ont évolué. Et pour l'instant, je suis plutôt conquis. Et puis même si ils ont l'étiquette doom metal, il y a des sonorités qu'on retrouve un peu en mode western sur certains de leurs morceaux, western un peu dark. Et franchement, c'est chouette à écouter, donc pour les curieux, allez-y les yeux fermés, vous pouvez que être surpris ou saoulé, voilà, ça dépend de vous, mais moi j'ai passé un bon moment. Donc voilà, Witchcraft, pour ceux qui veulent essayer, j'ai trouvé ça cool. Je vous propose de passer au sujet du jour, qui est la SF. Comment vous avez découvert la SF ? Est-ce qu'elle vous a sauté à la gueule en œuvre culturelle qui est passée près de chez vous en cinéma, du genre Star Wars, Star Trek, j'en sais rien, ou est-ce que ça a été autre chose que
Ouais, moi je pense que les premiers pas, ça devait être Star Wars. Ok. Et aussi beaucoup les mangas, les animés. C'est souvent on a des petites parts qui reviennent comme ça. Mais ouais, Star Wars, je pense. Je me rappelle des Star Wars avec ma mère à regarder ça. Fantastique, les vaisseaux spatiaux. Ouais, bah oui. Moi, les space opéras, j'adore. Donc, ouais, non. Ça a commencé comme ça, je pense. Ok. En plus, nous, on est de la génération, on a connu les 3 premiers, pas dans l'ordre de sortie, mais dans l'ordre chronologique de l'histoire, ouais, c'est ça. Et donc avec des technologies et effets spéciaux qui étaient déjà bien développés. Et c'était pareil. Moi, vraiment, j'ai découvert la science-fiction avec la SF, avec Star Wars. Après, il y a d'autres films qui m'ont marqué, style Flash Gordon. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça me dit quelque chose. Vieux film, je l'avais en DVD. Je me souviens plus trop du speech, mais c'était complètement fou, avec des musiques très rétro, des costumes complètement flashy. Enfin, c'était cool. Et puis sinon, Star Trek, je ne connais pas du tout. Par contre, j'ai jamais regardé. Donc Star Trek, alors j'ai jamais regardé l'ancienne série, mais il y a des séries plus récentes qui sont sorties sur Netflix et qui sont franchement cool. Ouais. Ça se passe, je crois, un peu avant les films qu'on a vus dernièrement au cinéma. Et donc du coup, niveau chronologie, mais ça se laisse regarder tranquille. Franchement, il n'y a pas de... Ok. Donc ouais, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé les dernières séries sur Netflix. Moi, je repensais à une série qui a bercé mon enfance aussi, c'est Stargate SG1. Ah oui, bah oui. Ouais. Et oui. Et c'est vrai qu'on est un peu dans la SF aussi. Et oui. Oui, d'accord, ok. Un truc de fou là, choc mental quoi. J'avais pas la télé, mais j'allais chez des gens et je me souviens, ça tournait des fois chez eux. Ouais, c'était sur la 11, un truc C'était comme ça, la non 11, ou TMC ou même 12. peut-être. Non, Ouais, c'était sur ces M6 chaînes-là. les gars, c'était sur M6. Ah ouais. Alors après, c'est pas, il y a eu Stargate SG1 où je sais pas combien il y a eu de saisons, Ouais, non, c'est c'était impressionnant. incroyable. Et il y a eu Atlantide derrière, et je crois qu'il y a une autre série qui est sortie après, plus récemment. Mais ouais, non, c'est vrai que moi ça, c'est les chevrons là qui s'activent sur cette grande porte incroyable, les Goa'uld, moi je trouve ce monde Là, incroyable. ouais, là il y a, Ouais. il y a une, enfin tu sens en regardant quelques épisodes qu'il y a un Ouais. univers massif Ouais, derrière, ouais, c'est qui ça. est là, qui est prêt C'est à te ça, c'est happer ça. à tout moment. Puis tu suis cette équipe tout du long qui va un peu évoluer des fois et tout. Non, tous très attachants. Puis des portes sur des mondes qui n'existent pas, quoi. C'était incroyable le potentiel à l'époque. Puis je pense que ça a beaucoup influencé aussi notre génération, comme la culture en général SF, parce que c'est souvent qu'on retrouve des portails maintenant comme ça qui t'ouvrent sur d'autres mondes. Je pense au jeu No Man's Sky, moi. Ouais. Clairement. Ouais. Trop bien. Et sinon, après, vous en avez lu aussi de la SF ou pas? C'est vrai que quand on parle de SF aujourd'hui, on a tendance à penser à film avant film, ouais. même de penser roman, alors que ça a commencé avec les livres, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le cinéma est arrivé après. Mais en vous roman, avez, ça regroupe un peu, ça rejoint ce dont ça rejoint le dernier sujet dont on a parlé Oui, c'est vrai, chez avec Podcast. des futurs... C'est ça, et puis surtout Jules Verne. Ouais. Parce que mine de rien, de la Terre à la Lune et 20 000 lieues sous les mers, c'est considéré comme de la SF. C'est sûr. Moi, j'ai fait mes petites recherches. Je l'ai pas lu, mais il y a un livre de George Orwell qui 1984, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, vous connaissez pas? George Orwell, ça me parle en forcément, gros, mais il écrit un futur avec des technologies, et beaucoup d'IA, je crois, des choses comme ça. Mais tu te souviens un peu de l'histoire ou... Non, je me souviens plus. Je sais qu'il faut que je le lise, mais... Ok. Moi, niveau SF, je crois que ça a été Star Wars ou une BD. Je sais pas du tout. Quel a été le premier élément qui m'a fait découvrir la SF? Quelle BD? Je sais plus exactement, parce que je sais pas si j'avais déjà regardé un Star Wars entier à cette époque-là ou pas. Mais c'était une BD sur Star Wars, tu veux dire? Non, c'était une série de BD, mais je me souviens plus à quel moment elle est sortie, à quel moment je l'ai lu par rapport à quand j'ai découvert Star Wars et tout ça. C'était le Kookaburra ou un truc comme ça. Et ça se passe dans l'espace, quoi. C'est une BD de space opéra et c'était plutôt cool.
Après, je me souviens plus trop de l'histoire. Je sais qu'il y a une histoire d'enfants élus. Donc une mère qui est protégée pendant un certain nombre d'épisodes dans la BD, qui finit par mettre bas, et l'enfant du coup doit être protégé à son tour, jusqu'à ce qu'il soit en âge de pouvoir prendre possession de ses pouvoirs. C'est clairement l'histoire d'Anakin là. Ça fait vraiment penser à ça. En vrai, il y a beaucoup d'histoires qui sont liées à des élus, etc. Oui. Même quand on regarde Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. Mine de rien, pourtant, le Seigneur des Anneaux et Star Wars, Harry c'est Potter quasiment aussi. ultra contemporain et ils ne sont pas pu forcément se copier les uns les autres, mais il y a toujours une histoire d'élus, Enfin, ouais. Space Opera et Heroic Fantasy, ça a beaucoup de points communs, je trouve, entre eux. Et du coup, voilà. La seule chose qui change, c'est que la science est remplacée par la magie dans les trucs de fantasy. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu hier. J'ai écouté un podcast de Alexandre Astier sur Axolot. Et en fait, justement, à un moment, il a été très perturbé parce qu'il avait lu un bouquin, je sais plus de qui disait en fait qu'on peut répertorier l'intégralité des films qui existent en à peu près une quinzaine de catégories, parce qu'à chaque fois ça se ressemble, c'est toujours sur les mêmes principes en fait, et après ça varie en fonction des thèmes, mais la vengeance, il y a toujours des thèmes qui reviennent quoi. Sinon en film, moi c'est le Retour vers le futur, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'était trop bien ça. Puis les films de Spielberg aussi. T'as pas vu Clément, des films de Spielberg un peu Rencontre du troisième type, tout ça? E.T. T'as pas vu E.T? Rencontre du troisième type, il est cool aussi ce film. Ouais, il était cool. Ça me fait dire ce truc là où il joue du synthé avec les extraterrestres, là, c'est trop drôle. C'est trop bien, ouais. Et si, il y en avait un qui m'avait marqué ces derniers temps, un film de SF d'anticipation, on va dire, avec des vaisseaux galets qui arrivent sur Terre. Je crois que tu l'as vu, on a déjà parlé ensemble. Oui. Il est monstrueux ce film, il est trop bien, il se passe rien dedans et en même temps il se passe tout. C'est très lent à regarder, mais ça donne un stress et tu sais pas ce qu'ils veulent. En gros, il y a des galets qui arrivent sur Terre. Il est sorti sur Netflix, je crois, à la base. Et ces galets-là, ce sont des vaisseaux spatiaux. Là-dessus, c'est assez clair. Et ils restent là, ils ne font rien. Et du coup, l'humanité veut comprendre ce que c'est, évidemment, parce qu'on est face à l'inconnu chez nous, sur Terre. Donc c'est d'autant plus stressant. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Ils n'ont rien dégradé pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, comme ils savent pas, et que les vaisseaux ont apparemment envoyé un signal, ils ont essayé de communiquer ensemble, machin, et sauf qu'ils se comprennent pas. Donc ils demandent à une linguiste, une chercheuse en linguistique, en langue, et un autre scientifique ou je sais plus quoi, de venir pour essayer de comprendre ce que veulent ces trucs qui sont dans les galets. Et c'est Premier Contact de Denis Villeneuve. Oui, mais c'est vraiment il est trop bien. Il est trop bien. Il y a un plot twist final qui est inattendu, c'est évident, mais c'est vraiment dingue. Faut que je le revoie ce film. Ouais, vraiment. Mais ouais, non, franchement, il m'avait mis une claque. C'était à une époque où j'étais très 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 film d'action, et j'ai mis celui-là en me disant tiens, il y a des extraterrestres, on fout sur la gueule, ça va être marrant. Et pas du tout. Et le film m'a retourné, et je suis ressorti, j'étais content. Donc non, Premier Contact, très très cool. C'est le même réalisateur que je suis en train de voir que Blade Runner. Ouais. Capté. Mais non, mais Denis Villeneuve, en général, c'est des trucs corrects qu'il fait. Le monsieur a un petit talent, on va dire. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous savez de la SF, ou la SF pour vous, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on parle à chaque fois de vaisseaux spatiaux et tout ça, ou est-ce que ça peut être autre chose? Non, moi c'est je sais bonne question. Bonne question. Non, pour moi c'est vraiment quelque chose dans un futur déjà en fait. Ok. J'aurais du mal à la voir en tant que contemporaine. Et c'est là que c'est super intéressant. Parce que du coup, la SF, c'est juste le fait de reprendre une technologie dans un monde présent ou passé, et de l'adapter à un monde qui pourrait être le monde présent, ou à un monde qui pourrait être le monde futur.
Et du AVC. coup... Hein AVC. AVC. Ah, là, On peut vivre dans une science-fiction en temps réel ? Oui, parce que du coup, il y a des auteurs qui se sont amusés à prendre un moment du passé, par exemple, je sais pas, l'âge de pierre, tu vois, et redévelopper tout le... C'est une uchronie un peu. Ça fait un peu uchronie, ouais. Ok. Mais du coup, il y a des œuvres de science-fiction qui se passent dans le présent. D'accord. Parce que juste l'humanité s'est développée autrement. À partir d'un point clé dans le... Mais oui, ça rejoint l'Uchronie complètement. Ok. Mais on peut pas vivre actuellement, là, nous, là, dans une science-fiction. C'est pas possible. Puisque c'est un présent. Ouais, c'est ça. Ça reste du fictif, oui, tout à fait. Ok. Parce que la science-fiction, du coup, c'est de la technologie ou pas. Souvent, quand Souvent, même. c'est de la technologie. Ou alors des courants sociétaux aussi. Ça peut être technologique et sociétal. On peut commencer à vivre quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la science-fiction dans quelques années, quoi. Avec la montée de l'IA et tout, on sait que... C'est déjà beaucoup le cas, mine de rien. Et ça va tellement vite par rapport à nous, notre évolution, que c'est vrai que ça pourrait être de la science-fiction en temps réel, en fait. On pourrait écrire une œuvre de science-fiction pour dans le quart d'heure qui arrive. Ouais, c'est ça, en fait. Même pas dans la dizaine d'années, mais dans le quart d'heure, ouais. Mais de jour en jour, il y a des évolutions de dingue, là. En ce moment, même en semaine. Là, j'ai vu, il y a une... j'ai regardé ça ce matin, c'est pour ça que je vous en parle. Mais il y avait une entreprise française qui s'appelait Shadow, qui voulait faire du jeu vidéo, mais en stream. Donc en gros, tu as ton ordinateur ou ta télé ou je sais pas quoi. Tu te connectes à Internet et tu as une banque de jeux vidéo que tu n'as pas besoin d'installer, qui sont déjà sur un serveur quelque part dans le monde. Et en gros, tu joues aux jeux vidéo sur ta télé, sur ton écran, sur ton machin, et t'as pas besoin d'avoir un ordinateur qui est, qui est puissant ou performant, parce que le jeu il tourne pas sur ton ordinateur, il tourne ailleurs. Donc du coup, c'est ça, t'es en stream. Moi, je l'expérimente en ce moment parce que je stream de mon ordi portable quand je suis chez moi, en bas, sur mon ordi fixe qui est là-haut. C'est-à-dire que je peux jouer à des jeux qui sont ton ordinateur fixe lui sert de serveur, voilà. Et son ordi portable de moyen de jouer à ce qu'il y a sur son serveur. C'est ça. Donc c'est à plus petite échelle, mais ça marche très très bien et c'est un bonheur. Et Shadow, c'était français, ça s'est cassé la gueule. Ça existe toujours, je crois, mais ils galèrent. Ouais. Et du coup, il y a des gars de chez Shadow qui viennent aussi de chez VLC. Alors VLC, je pense que tout le monde connaît cette espèce d'icône en forme de cône. De plot de chantier, ouais. De plot de chantier sur Orange. Voilà, ça sert à regarder des vidéos et pas que, parce que tu peux regarder la télé sur VLC. En fait, si tu y colles un flux HTTP ou je sais pas quoi, une URL ou machin, tu peux regarder une chaîne télé sur VLC. Et ils ont pris la technologie de VLC, vu qu'ils viennent de chez eux et que VLC c'est open source, donc le code qui fait tourner VLC, tout le monde y a accès. Et ils ont créé Kyber, et Kyber c'est du coup une nouvelle technologie pour faire du streaming de jeux vidéo, et avec le code de VLC. Donc le code de VLC tourne typiquement sur toutes les machines, donc du Linux, du Mac, du Windows, du Android. Tu peux aussi le faire tourner sur les Google Eyes qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Non, les Apple Googles, là, les lunettes d'Apple. Et du coup, ils tournent partout. Apple Vision Pro, non ? Apple Vision, oui, je trouve là. Et du coup, ils ont pris le code de VLC, ils le font tourner partout avec un temps de latence ils sont descendus à 1 milliseconde, un truc comme ça, ou 8 millisecondes en... Ah, c'est fou. Et c'est incroyable. C'est fou parce que c'était un des premiers problèmes, c'est justement cette latence entre ces serveurs qui sont éloignés et chez toi. En jeu, ça pouvait te poser quelques secondes de différence qui étaient assez problématiques. Avant, les opérateurs qui s'occupent de ton réseau, de ton signal et tout ça, ils étaient sur, je sais plus, c'était... on parlait en secondes, pas en millisecondes encore. Tu vois. Ouais. Et là, eux, ils arrivent chez les opérateurs, ils demandent « Bon, qu'est-ce que vous avez qui peut descendre en dessous de 30 millisecondes ?» Et les autres, ils sont pardon, vous êtes sérieux ?» Donc, on est sur une avancée en ce moment, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est fou. Hein. Et ils sont capables de jouer à des gros jeux avec une latence très très faible. Donc, n'importe qui a juste un écran peut techniquement jouer à un jeu AAA qui te demande une ressource de dingue sur un ordinateur avec une qualité correcte. T'auras pas une qualité de fou, mais t'auras un truc jouable et joli. Donc non, c'est incroyable. Ouais.
Et là, c'est une grosse avancée. Et ils ont dans les mains un truc en or qui est du coup libre pour tout le monde parce que c'est open source. Et ça va encore plus au niveau de l'ouverture pour les gens. Ça va permettre une liberté de découverte à certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou quoi que ce soit. Par exemple, déjà sur le jeu vidéo, mais, mais en général, vu que la techno existe, on peut tout foutre dessus, quoi. C'est ça. Et ça va être assez incroyable. Enfin, quelqu'un qui connaît pas les jeux vidéo, qui a envie de jouer, il a un écran, il a un téléphone, bah hop là, il s'achète une manette et au lieu de payer 450 € la console ou l'ordinateur ou machin, 1200 l'ordi, bah voilà, avec beaucoup moins. Après, il y aura certainement des systèmes d'abonnement, je pense, pour les trucs. C'est ce qui s'était passé avec Shadow, quoi. Mais j'espère qu'ils sortiront quelque chose de pas cher et qu'il y aura juste certains jeux que tu devras payer, comme font les plateformes sur le PlayStation Store ou l'Xbox, machin, quelque chose comme ça. Enfin voilà, petite parenthèse sur une technologie qui apparaît en ce moment et qui risque de changer certaines choses, je pense, et on pourra en parler plus tard. Du coup, dans les auteurs qui ont fait vivre la SF et surtout la faire découvrir ou la faire exister, il y a eu évidemment Jules Verne, parmi les premiers à avoir autant propagé des œuvres des SF qui ont marché dans le monde. Voilà. Et donc la SF, pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais avec la phrase que j'avais trouvée, c'est se baser sur les connaissances actuelles pour anticiper le futur ou le déduire, ou alors comment serait le présent en se basant sur le passé. Voilà. Ok. Et dans les sous-genres, il y en a forcément que vous connaissez, il y a le post-apo. Ouais. Donc quand c'est c'est soit lié à une explosion nucléaire, à un virus zombie ou je sais pas quoi. C'est une catastrophe naturelle. Un astéroïde, machin. Donc c'est du survivaliste, grosso modo. Le space opéra, donc on en a parlé, c'est un peu les œuvres d'heroic fantasy, mais côté science-fiction. Avec des gros vaisseaux. Avec des gros vaisseaux, souvent. Et il y a un autre sous-genre du space opéra qui est lui plutôt militaire, parce que le space opéra, c'est des récits épiques, romantiques, tragiques. Et il y en a d'autres qui sont le planète opéra ou un truc comme ça. C'est très militaire. C'est le fait d'arriver sur une planète, tu prends la planète, tu vas sur une autre planète. Voilà. C'est un peu le truc colonialiste. Oui, voilà, complètement. Du coup, les uchronies, on en a parlé avec le steampunk la dernière fois, mais là aussi c'est très présent. Il y a l'anticipation, et ça on va reparler un peu plus tard. L'anticipation avec notamment Snowpiercer qui est juste dingue. Si vous connaissez Snowpiercer, c'est cool. Les dystopies, la hard SF, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, le cyberpunk. Et toi, tu voulais parler de transhumanisme. C'est ton moment, Clément. Ouais, le transhumanisme. Donc le transhumanisme, c'est une idéologie. Oui. Une idéologie ou un mouvement. Je vous sors la définition. Prônant. Oh putain, j'arrive même pas à me relire quoi. Alors le transhumanisme, une idéologie ou un mouvement prônant. Putain, mais j'ai écrit quoi là? L'usage. Ok, c'est bon. Vas-y. Alors, le transhumanisme, 42e. Une idéologie ou un mouvement prônant l'usage des sciences et des technologies afin d'améliorer radicalement les conditions humaines pour l'augmentation des capacités physiques et potentiellement la durée de vie. Alors moi, je vous parle de ça parce que je suis un peu concerné par ça depuis 10 ans. 15 ans peut-être, parce que je suis diabétique et moi je suis sujet à ce transhumanisme. Oui, sujet à ce transhumanisme parce que je suis équipé en permanence sur moi d'une pompe à insuline, donc un matériel technologique qui te permet de ne pas mourir, qui me permet globalement de pas mourir et d'augmenter ton espérance de vie, d'augmenter grandement mon espérance de vie, ouais. Donc on parle de transhumanisme. On parle de transhumanisme et du coup je suis sujet à parler de ça aussi parce que je vois une évolution entre il y a 15 ans et maintenant l'arrivée de tous ces algorithmes, ces IA qui nous aident à faire des calculs incroyables. Moi, j'ai commencé à me piquer avec des stylos en physique 5 à 6 fois par jour et désormais, j'ai juste une petite aiguille en moi où j'ai plus besoin de faire trop de calculs
pour mes doses d'insuline, où tous les soirs à minuit, le boîtier, avec son IA, regarde la journée précédente et fait un schéma pour la journée qui arrive. Donc je commence à être aidé grandement, mais grandement, on ne se rend pas compte de l'évolution de la chose dans la vie en général, par quelque chose de technologique et qui me maintient en vie, quoi. Donc le transhumanisme, ok, le mouvement, l'idéologie qui peut être très à débat, parce que ça soit d'un point de vue religion dans le monde entier, ça peut poser des problèmes. Ouais. On a vu pour un autre exemple, les puces Neuralink de Elon Musk qui sont des projets qu'on voudrait aider. Et voilà, enfin, qui voudrait, ouais, c'est ça. Bon, maintenant qu'on sait que ouais, maintenant qu'on sait que, oui, voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as envie de te faire contrôler par le nouveau Adolf Hitler? Non, pas du tout. Mais voilà, moi, j'aurais plus tendance à le prôner d'un point de vue médical, oui, où je vois que ça nous donne des outils qui nous facilitent la vie. Il y a un film comme ça qui s'appelle Sound of Metal, un truc comme ça, où c'est un gars qui perd l'audition, il est batteur, il perd l'audition. Et il se fait implanter du coup des récepteurs dans le cerveau, et il est branché par des brises à ses oreilles pour qu'il entende des sons, sauf que c'est des sons qui sont hyper métalliques, et du coup tout le film est à propos de ça. Et donc la rééducation, comment est-ce qu'un musicien va pouvoir accepter un truc où il va entendre des sons vraiment, c'est plus les sons naturels qu'il entendait avant, ça va être des trucs complètement affreux, parce que c'est vraiment affreux. Des fois le film te fait entendre ce que lui il entendrait, et pour moi c'est impossible. Je pense que je préfère mourir que d'entendre des trucs comme ça en tant que musicien et personne qui aime le son et la musique. C'est vraiment dur, mais ça permet à des gens de continuer à vivre leur vie le plus normalement possible, tout en étant t'as un dispositif sur la tête, mais voilà, au moins t'es capable d'être autonome. Et donc moi je vous dirais sur cette question, jusqu'où vous estimeriez qu'il y aurait une limite à avoir là-dessus? Parce que si on commence à pouvoir dire oui, votre esprit, votre âme, tout ça, on peut la télécharger et la faire perdurer, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous voyez? Enfin, moi, j'ai un côté éthique où je me dis, bon, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Genre, tu peux pas vivre pendant 500 ans et... Oui. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment... La jeunesse éternelle, ces trucs-là, voilà, c'est vous ça. faire foutre. Moi, je préfère vieillir et faire ma vie d'humain naturel, tu vois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'on puisse garder en sauvegarde de la mémoire pour un côté scientifique ou même de la recherche scientifique, avoir je sais pas, tout ce qu'un scientifique a pu engendrer comme idée et comme peut-être résolution de problèmes ou je ne sais quoi dans sa tête et qu'il n'a pas sorti parce qu'en une vie, il a peut-être pas eu le temps, tu vois. Ouais. Pourquoi pas? Mais dans un but comme ça. Après, si on est dans un monde de bisounours, c'est oui. Mais actuellement, c'est non. C'est ça. On part du principe que s'il y a quelqu'un qui veut rester en vie très longtemps, c'est pas forcément pour des bonnes raisons, quoi. Ouais. Est-ce que tu restes en vie pour pouvoir si c'est pour continuer d'être riche pendant 500 ans, voilà, quoi. Oui, faut qu'il y ait des bonnes raisons derrière. Mais il n'y a pas de bonnes raisons à vouloir rester en vie. Pour moi, je trouve pas. Le problème, comme toutes les technologies, ça va bénéficier que aux personnes les plus riches au début. Donc les gens qui seront immortels, on va dire, c'est ceux qui auront beaucoup d'argent. On le voit dans Altered Carbon. C'est ce jeu-là. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. En gros, c'est dans un monde futuriste où on peut... on peut prendre l'âme de quelqu'un et le mettre dans une sorte de disquette un peu spéciale, une disquette qui fait des néons, donc elle est futuriste. Ok. Et on met ça dans la nuque des gens et en gros techniquement ton âme, pas vraiment, mais toute ta psyché, ta conscience pourrait être transférée d'un corps à un autre sans problème, tu vois. Sauf que tu aurais les facultés physiques du corps dans lequel tu es et pas celles de ton corps. Oui, bien sûr. Et donc les seules personnes à pouvoir revivre dans un corps normal et rajeuni, ce sont les personnes riches. Et au tout début de la série, donc c'est pas un spoil, c'est vraiment dans les 10 premières minutes, tu vois des parents qui ont perdu leur fille dans un accident et leur fille est réintégrée dans un corps qu'ils ont pu payer pour leur fille, et c'est le corps d'une personne âgée de 80 ans
qui est morte. Voilà. Donc t'as une fille de 6 ans qui se retrouve dans le corps d'un homme âgé de 80 balais, et c'est terrible comme... la série te fout dedans comme ça, et t'es en mode, oula, ok, ça va être dur, va falloir m'accrocher, mais ok. Et alors, j'ai trouvé la série géniale sur ces côtés-là. Et y a toute la première saison est justement basée sur cette énorme différence entre les riches qui sont considérés comme ultra riches dans cet univers-là et les pauvres qui sont ultra pauvres, quoi. Ouais. Avec tout ce que ça engendre dans la société, etc. Donc pour répondre à ta question, moi je suis pour au niveau santé, comme toi tu en as besoin, et comme je pense qu'il y a plein de jeunes personnes qui auraient besoin de choses comme ça. Mais les greffes et tout aussi, c'est de la technologie qui perd... c'est pas du transhumanisme parce que c'est pas mécanique, mais c'est un corps étranger quand même qui est en toi. Et ça, je suis totalement pour. Après, qu'on aille jusqu'à capturer l'âme de quelqu'un et le remettre dans un autre corps, déjà, est-ce que ce sera réalisable ? Peut-être, je ne sais pas. Ça, je suis totalement contre. Dans le dernier film qu'on allait voir au cinéma, ils font ça dans une brique, là, avec pour Mickey 17. Ouais. Et puis non, tous les trucs de Elon Musk, moi vraiment, il y a de l'argent à mettre ailleurs que là-dedans. Vraiment, on a un présent, on a des gens qui sont dans la famine la plus totale, et pour moi c'est des sous qu'il faut mettre là-dedans, juste pour avoir de l'eau en fait partout sur Terre, avant d'avoir des trucs dans notre corps pour vivre plus longtemps, quoi. Même avant d'aller sur Mars, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller coloniser une autre planète alors que déjà ici ça va pas. Ouais. C'est ça. Du coup, je pense qu'on peut entamer la deuxième partie de cet épisode et faire notre espèce d'anticipation. Donc, dans 50 ans, vous voyez quoi, les gars ? Pas trop parler de politique et tout, mais... surtout technologie, j'ai envie de dire. Ouais, mais la technologie... quand on voit les... moi, j'ai peur, en vrai. Mais j'ai peur un peu de tout, hein, en général. Espèce de flippette. Ouais, flippette un peu. Non, ouais, moi, dans 50 ans, que ça soit d'un point... Si je prends en compte le contexte politique mondial, le réchauffement climatique, va franchement falloir, à mes yeux, qu'il y ait un tournant qui fasse que tout le monde se mette d'accord, quoi. Parce que j'ai peur pour ma fin de vie, la fin de vie, le début de vie de ma progéniture, etc., etc. Donc moi, qui suis très anxio-climatique aussi, faut le dire. C'est compliqué comme sujet. Je suis pas serein. Souvent, quand j'ai vu un peu des reportages et tout ça sur des gens qui demandent à d'autres personnes qu'est-ce que vous voyez dans des années, il y a surtout cet aspect climatique qui revient en premier. Ouais. Et après, il y a les IA et le spatial, des trucs comme ça. Mais le climatique revient en premier, et oui, il va falloir s'en occuper à un moment donné, c'est sûr. Le problème, c'est ça, c'est l'argent en fait, tout simplement. Si on n'évolue pas au niveau de l'écologie, c'est parce que ça rapporte trop d'argent en fait. Tous les lobbies, tous les grosses boîtes, le premier truc qu'ils voient, c'est le court terme et les revenus, quoi. Parce que, moi, comment je l'imagine, c'est pas de manière positive non plus. Le réchauffement climatique, évidemment, et ça je le vois puisque je vais souvent en Afrique et je vois bien que chaque année il fait de plus en plus chaud, et ça fait peur dans 30 ans comment ils vont vivre s'il y a du 55 degrés en permanence. Parce que là, il y avait combien là on était à 43, 45, alors que déjà, c'est on n'a jamais dépassé le 35 en général, quoi. Putain. Et ils en souffrent, ils s'en rendent compte sur place qu'il fait très très chaud et beaucoup plus chaud qu'avant. Alors qu'ils n'ont pas du tout, je parle à ma petite échelle de ceux que je connais, et qui n'ont pas du tout connaissance des médias et du réchauffement climatique. Ils savent même pas ce que c'est. Et par contre, ils s'en rendent compte littéralement. Voilà. Et donc, moi, comment je le vois ouais, mal, quoi, tout simplement. Mais j'aimerais le voir différemment. J'aimerais que toutes ces personnes qui sont au plus haut se rendent vraiment compte. Et je pensais qu'avec le Covid, on allait avoir cette prise de conscience, parce que tout le monde commençait à acheter ses courses chez les petits marchés, tout ça. Il y avait plein de choses qui se faisaient. Ouais, mais ici, je suis arrivé dans une radio juste après le Covid. Et c'était pas encore tout à fait la fin du Covid, mais on n'était plus confinés. Mais en période de confinement, il y avait des agriculteurs qui tournaient avec des maraîchers en tracteur et tout dans les patelins, les petits lieux-dits et tout ça,
pour pouvoir faire on va dire, un marché ambulant pour que les gens puissent avoir des courses. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Ouais, dans les campagnes et tout, ça c'est beaucoup moins vu en ville parce que qu'est-ce que tu veux voir un agriculteur avec son tracteur en ville Il y a plein de gens en ville qui ont envie aussi, qui sont partis se confiner en campagne, qui se sont rendus compte que ça faisait vraiment du bien. Complètement déménager, quitter les villes pour aller en campagne. Ça. Et on voyait moins d'avions dans le ciel, il y avait plein de choses comme ça qui et il y a des chiffres, des données comme quoi la planète aurait gagné je sais plus quoi, ou ça aurait ralenti le réchauffement climatique de temps. Il y a eu des stats là-dessus, c'était passé un moment. Et on s'en est même pas servi comme leçon durable. Je trouve ça trop dommage. moi, je me suis mis dans la tête que j'allais pouvoir trouver du télétravail plus facilement et tout, qu'au niveau consommation de véhicules et autres, les entreprises allaient réfléchir à ça. Donc même une pandémie mondiale nous a pas fait évoluer, donc je vois pas ce qui pourrait le faire. Une grosse bactérie, encore pire. Voilà. C'est tout ce qu'on peut espérer de mieux, un truc encore plus mauvais. Super. Une petite sélection là, hop là, toutes ces personnes là. Et un truc plus joyeux. En truc plus joyeux, ce qui serait trop bien, c'est que tout le monde crée sa propre énergie chez soi, une sorte de low-tech. Ok. J'ai fait des recherches sur ça, ça consiste à... C'est des ingénieurs, enfin je connais une association qui s'appelle Low-Tech Lab qui est en Bretagne et en fait ils font des expériences en autonomie puisqu'ils ont fait ça surtout sur l'eau, en catamaran ou en plateforme en Thaïlande où ils s'isolent pendant quelques mois uniquement avec des plantes qui font pousser, avec très peu de plastique, de déchets et tout en fait. Tu peux réussir à survivre en créant ta propre énergie. Et si tout le monde faisait ça à son échelle, ce serait vraiment trop bien. C'est comme ça que je vois les choses. On voit beaucoup de projets, surtout en architecture ou en création de maisons ou d'habitats plus liés à la nature pour tout ce qui est énergie. Il y a beaucoup de maisons sous serre. C'est un projet qui a l'air d'être vraiment intéressant. Il y a des projets incroyables, faits par des architectes qui sont bien concernés par la chose, avec des maisons qui rotationnent en fonction avec le soleil, etc. D'un point de vue énergie. Et puis, moi, je pense que nos générations et celles qui sont plus jeunes que nous ont bien été mise au courant de tous ces problèmes. Oui, et puis aujourd'hui, l'éducation a changé. Il y a c'est des écoles qui font leur potager et tout ça. C'est une grosse partie de l'éducation, tout ça. Bah ouais. Et voilà, mais c'est vrai que va faire entendre ça à des personnes qui sont du coup plus âgées que nous, qui ont 20-30 ans et qui ont encore peut-être 30-40 ans à vivre, qui n'ont jamais vécu comme ça, c'est compliqué, Allez. Bon, putain, pas très joyeux cet épisode-là. Va falloir qu'on fasse mieux la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Mais ok. Alors, la semaine prochaine, épisode sur les bisounours. Non, ça me donnait envie de prendre un shotgun et de tirer de foncer des peluches. C'est horrible. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci, c'était trop intéressant quand même. Oui, c'était intéressant, Malgré que ce soit pas hyper joyeux, au moins c'était intéressant. Ouais, j'ai appris plein de choses et tout. Super. Trop bien. Bon, une prochaine. Ouais, à la prochaine. Et puis du coup, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On est sur YouTube, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict. Donc allez voir là-bas, mettez un like si vous aimez, abonnez-vous, envoyez-nous des commentaires, des petits messages. Si vous voulez proposer un sujet, proposez un sujet. Et puis on se revoit dans 2 semaines. Et puis les gars, des bisous. Des bisous, à bientôt. Allez, à bientôt, salut. Ciao.